Donc on a fait quand même 3-4 versions. L'idée c'est de faire un point et de vous montrer aussi concrètement comment ça fonctionne et quelles sont les possibilités qui sont offertes là-dessus. Donc au menu aujourd'hui, d'abord quelques rappels sur les services au niveau des définitions et des enjeux. C'est pas forcément quelque chose qui est toujours maîtrisé par tout le monde. Donc ça fait pas de mal d'avoir un petit rappel technique, histoire que et des enjeux, histoire que tout le monde parle le même langage pour les chapitres 2 et 3 qui seront d'abord dédiés à comment recenser et donc associer les services dans ISOGEO. Et puis évidemment, puisque le catalogage n'est jamais une fin mais seulement un moyen, le 3, ce sera la troisième partie de ce temps-là, sera consacrée aux usages, comment ils sont augmentés grâce à ces fameux services. Et puis, si le cœur vous en dit, vous pourrez participer à la session de questions-réponses qui conclura cette session-là. Voilà. Alors, du coup, les services géographiques, donc petite piqûre de rappel technique. Donc il y a, alors j'ai vachement simplifié, je ne suis pas là pour donner un cours magistral là-dessus. Je sais, vous avez des regrets, mais allons, contentons-nous de ce qu'on a. On a donc deux familles de services. D'une part, il y a les services qui donnent accès aux données, à leurs objets et aux attributs. Donc évidemment, ce n'est valable que pour les données vecteurs, les données sources qui sont au format vecteur. Et donc principalement la norme de l'OGC qui fait ça, c'est le WFS, donc le Web Feature Service. Et pour se rendre compte que parfois les implémentations sont tardives dans les différents outils ou dans les différentes infrastructures SIG, il faut se rendre compte que la version 1.1, qui n'est même pas la première version, date de 2005, et que la dernière version, par contre, qui est elle, qui a connu beaucoup d'évolutions, de correctifs, et qui est d'ailleurs recommandée pour la norme Inspire, date de 2014. Et il y a son pendant des amis de chez Esri, Esri Feature Service. Et puis un autre volet qui est donc de proposer la consultation des données sous forme d'images pré-stylées et ou pré-calculées, et qui sert les données, qu'elles soient vecteurs ou raster, via le web, avec le plus connu, le Web Map Service, donc le WMS, dont la première version date de 2000, donc 5 ans avant Google Maps et 6 ans ou 7 avant le géoportail. Voilà, ça donne toujours une petite perspective historique, et dont la dernière version, elle date carrément de 2006. Donc voilà, si ça commence à dater, et il y a sa déclinaison en service de carte tuilée, donc précalculé côté serveur, c'est-à-dire qu'on découpe la carte en tuiles selon tous les niveaux de zoom, et ça permet d'avoir des gains d'affichage, etc., et qui a abouti à un standard, donc le WMTS, T pour Tiled, qui est donc en version 1 et qui n'a pas bougé depuis d'ailleurs depuis 2010. Et leur pendant, donc Esri Map Service et Esri Tile Map Service. L'idée derrière cette piqûre de rappel technique, c'est évidemment de comprendre que les services, alors il y en a bien d'autres, hein, de toute façon l'OGC c'est une cinquantaine de standards, côté ISO c'est plus de 70, donc on n'est pas là pour faire la liste. C'est de se rendre compte que c'est assez ancien, que finalement les usages liés à ces services sont branchés depuis un moment, et ces services, s'ils montent en puissance aujourd'hui, c'est pour différentes raisons, notamment parce qu'il y a une maturité technique des outils, mais aussi parce qu'il y a des vrais enjeux autour qui viennent de l'écosystème. Bon, pour ceux que ça intéresse, nos chers amis des collectivités territoriales et des institutions publiques, ou tous ceux qui touchent aux données environnementales, c'est un prérequis, c'est quelque chose d'exigé pour la conformité Inspire. Donc là aussi, hein, c'est pas quelque chose qui est pour 2018, c'est quelque chose qui était pour 2012 ou 13 ou 14. Bon voilà, toujours avec Inspire, hein, on est sur une temporalité européenne, donc on prend le temps. Mais voilà, l'idée c'est dans Inspire, c'est de donner accès aussi aux données via des services de consultation, voire de téléchargement. Ces services, notamment, donc en particulier tous les services qui donnent, tout ce qui est WFS et équivalent SRI, qui donnent accès aux données carrément aux objets et aux attributs des données, sont utiles aussi pour l'open data, et sont utilisés dans différents outils, donc notamment la passerelle data.gouv.fr, qui permet, en se basant sur le WFS notamment, du coup de générer des packages de données extraits directement depuis des serveurs géographiques.
En fait, on peut monter directement des services d'extraction, enfin la plupart des services d'extraction peuvent se baser donc sur les serveurs géographiques selon leur capacité, leur configuration, et puis bah voilà, un peu le socle technique choisi. Et puis surtout, nous, c'est ce qui nous intéresse en particulier, mais pas que, c'est de faciliter les usages finaux. Le truc sympa avec les services, c'est que bah, souvent, une personne, elle est sur une interface web, elle a un gros bouton à afficher la couche de ceci ou de cela, et elle ne sait pas que derrière, il y a quelque chose qui parle en WMS, en WFS ou je ne sais quoi. Elle s'en fiche, elle a sa carte des communes qui s'affiche, et c'est bien, ça lui suffit bien, et elle a bien raison de s'en contenter. Si elle savait tous les problèmes qu'il y a à se plonger dans ces standards, elle serait encore plus heureuse de s'en sentir épargnée. Donc voilà, c'est les services géographiques, c'est certains enjeux. C'est aussi des enjeux d'écosystème. Donc nous, l'idée dans Isogeo, pourquoi c'est aussi de vous dire, de vous expliquer, puisque ce webinaire est vraiment dédié aux utilisateurs, c'est d'expliquer comment on a abordé le sujet, comment on réfléchit un peu là-dessus. Donc je ne vais pas vous lire tous les comptes rendus des réunions techniques internes, etc., parce que sinon on en aurait un peu pour la journée. Mais l'idée, c'est de vous montrer un petit peu comment on a abordé ce problème, quels étaient nos objectifs, et ça vous aidera à mieux comprendre comment, du coup, on est abouti au fonctionnement d'aujourd'hui. Donc, oui, à chaque fois, je tape sur mon clavier alors qu'il faut cliquer. Donc, jusqu'à ce qu'on entame cette grosse évolution de la plateforme, hein, on gérait déjà les services géographiques, évidemment, mais de façon plus manuelle, on va dire, plus dépendante finalement de l'éditeur de la métadonnée, donc la signe capture d'écran de l'aide en ligne de l'époque, qui montre qu'effectivement les URL, pour que les services géographiques soient recensés dans Isogeo et puissent être consommés, il fallait faire une documentation manuelle des URL avec tous les paramètres d'accès direct à une couche. Alors quand je dis paramètres d'accès, dans les URL, vous savez, justement tout ce qui est WFS, OGC, etc. Et aujourd'hui même l'IS3 sont ni plus ni moins des API auxquels on passe des paramètres en fait qui sont directement inscrits dans l'URL, donc notamment le nom de la couche à afficher, dans quel système géographique, etc., enfin système de projection, etc., etc. Et puis la consommation de cette documentation manuelle faisait qu'on avait une consommation des services uniquement dans nos produits. Enfin, il était possible de la récupérer ailleurs. C'était le cas du widget qui a été fait par ArcCité dans sa première version, ou dans le plugin pour ArcMap. Mais voilà, c'était assez dépendant en fait d'une compréhension de notre propre façon de stocker l'information. Donc on manquait un peu d'interopérabilité, il y avait un peu de la friction, donc ça c'est quelque chose qu'on voulait améliorer. Et puis je ne l'ai pas mis là, mais du coup c'était quand même très très dépendant de la capacité à l'éditeur à pas faire de fautes dans la façon de documenter. Il suffisait de mettre layer au lieu de layers, de ne pas connaître le standard, etc., la bonne version du service. Et il y avait de grandes chances de laisser un grain de sable traîner quelque part. Donc, de ce constat-là, on avait effectivement envie de faire évoluer les choses, et pas à moitié, entre guillemets. Mais les choses, quand on veut les faire en grand, ou en tout cas sur le long terme, bah, ça prend du temps. Et surtout quand on veut couvrir différents aspects de la plateforme, hein, c'est toujours pareil. Donc d'une part, c'est pour les administrateurs, donc c'est principalement les gens qu'on a aujourd'hui autour des écouteurs, enfin à l'intérieur des écouteurs ou autour des haut-parleurs. Donc d'une part, c'est faciliter la documentation sans obliger l'administrateur à plonger dans la complexité technique des standards, des services, de comprendre, ah mais oui, mais là, attention, il n'y a plus de disponibilité, c'est quoi un get capabilities, un machin, etc. En fait, voilà, l'idée, c'est de dire, nous, c'est notre rôle à Isogeo, c'est de faire une couche d'abstraction qui permet de gérer facilement ces données et ces services sans avoir à maîtriser toutes les chaînes de valeur, enfin tous les chaînons de la chaîne de valeur. Et puis, de aussi recenser des services exogènes pour enrichir son patrimoine. Donc, exogène, c'est un mot qui compte pas mal au Scrabble, mais au-delà de ça, ça veut dire évidemment que c'est des données externes. Et en facilitant en fait cette documentation, nous, notre but, c'est qu'à un moment, dans Isogeo, quand on s'appelle agglomération de Julien, voilà, on peut recenser des services qui sont produits par mon serveur géographique, mais aussi par des services géographiques externes. Donc ça peut être ceux de l'IGN,
on va dire de fournisseurs, on va dire officiels, mais aussi de services, d'autres partenaires, etc. L'idée, c'est d'avoir des inventaires qui aillent vers quelque chose d'exhaustif, comme on dit souvent, mais à l'échelle d'un territoire et pas forcément, donc sur un territoire, il n'y a pas forcément qu'un seul acteur qui produit de la donnée, et souvent les autres acteurs, la meilleure façon d'accéder à leurs données, c'est via leurs services. C'est d'ailleurs le rôle des IDG, entre autres. C'est aussi pour les utilisateurs avancés, le but c'était d'encourager les usages des services géographiques. Bon, si on commence à avoir des ingénieurs SIG qui utilisent nos données, nos techniciens SIG, eh bien, il est temps de les encourager à comprendre comment ils peuvent utiliser les services, comment ça fonctionne, etc., tout en leur facilitant le travail. Pour les utilisateurs finaux, c'est de répondre enfin, en fait, c'est d'utiliser les services, ce pourquoi ils sont bien faits, c'est-à-dire leur donner un accès transparent aux données. Comme je donnais l'exemple, c'est je suis utilisateur un peu final, je veux ajouter les communes à ma carte. J'ai pas envie de savoir que ma commune elle est stockée en shape, en RGF 93 ou pas, mais alors que mon fond de carte est ceci en cela. En fait, j'ai un gros bouton qui s'appelle ajouter à la carte. Et via les services, c'est possible, parce que les services vont pouvoir gérer pas mal de ces cas de figure-là. Et puis enfin, parce que c'est pas innocent, certains d'entre vous en tirent profit de plus en plus, c'est les partenaires développeurs tiers qui du coup conçoivent des applications à partir de notre API. Eux, l'idée c'était de leur dire, si vous passez par notre API, en plus d'avoir un accès aux données, vous avez un service de découverte des informations nécessaires pour accéder aux données aussi via des services qui seront servis de façon uniforme. L'idée, c'est que une couche d'abstraction, pareil, au lieu de devoir apprendre à parler avec l'API SRI version 10.2 et puis l'API SRI 10.5 et puis le WMS 1.3, le WMS 1.1, etc., etc., vous passez par l'API Zogeo et vous aurez les informations, elles arriveront toujours de la même façon. Donc voilà, le nom d'une couche, ça sera telle valeur, etc., etc. Donc c'est de créer celle-là. Alors je m'attarde pas plus sur l'API parce que l'idée c'est pas de faire un cours technique. Pourquoi ça a pris autant de temps L'idée là, c'est pas que vous ayez le magnifique tableau que je fais pour mes étudiants, c'est de vous dire que c'est pas aussi rapide qu'on croirait. D'une part parce que nous, notre rôle, notre objectif, on a l'interopérabilité dans le sens, et c'est quand même, ça fait partie de notre proposition de valeur. Et donc, c'était hyper important qu'on soit capable de gérer toutes les solutions qui produisent des services géographiques. Et c'est pas une mince affaire quand on commence à en faire un panorama. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît tous les noms qui sont affichés dans la première colonne. Mais voilà, on voit que certains datent d'il y a très longtemps. Voilà. Donc de ça, donc nous c'est gérer cette fragmentation du marché qui en plus produit forcément des implémentations des standards qui sont relativement variables avec on va dire toujours comment voilà certaines une certaine diversité de quand l'humain intervient au moment d'interpréter des standards informatiques. Donc voilà, avec différentes versions, différentes façons d'implémenter, etc. Voilà. Alors, de tout ça, voilà comment nous, on a voulu faire notre fonctionnement. On s'est dit qu'il faut qu'il y ait 3 étapes. Donc ça y est, on va passer à la démo. Donc ceux qui commençaient à s'endormir peuvent se réveiller. La première étape, on va recenser les services pour qu'ensuite on les documente, qu'on permette aussi un mécanisme d'actualisation qui soit transparent. Le troisième, on verra associer les couches et les données. Je m'attarde sur le 1 et le 2. Si vous voulez, pour nous, c'était de reconstituer le processus qui est une grosse valeur ajoutée dans Isogeo, qui est celui du scan, pour les services, et sans passer par le scan qui aurait été un peu lourd à utiliser juste pour des services qui sont accessibles en ligne. Alors, comment il est temps de voir comment on partage l'écran. Voilà. Alors normalement, vous voyez mon écran. Voilà. Vous partagez un moniteur? Oui, chef. Alors, je partage un moniteur. Comment ça se passe pour recenser les services? Donc pour le webinaire, j'ai prévu 2 petites données là que j'ai trouvées dans le compte démo.
On risque d'en croiser beaucoup d'autres car le compte démo a été beaucoup utilisé ces derniers temps. L'idée, donc on a deux petites données vecteurs voilà, qui sont stockées l'une en PostGIS en shapefile, qu'on a scanné et magnifiquement bien documenté en appliquant la méthodologie que votre chef de projet vous a murmuré à l'oreille pendant une ou deux, voire trois formations. Une fois que vous avez fait ça, l'idée maintenant est donc de documenter les services. Donc, comment ça se passe? Je vais prendre nous on a un petit serveur géographique de test, on en a même deux, on a un petit géoserveur, et puis qui date un petit peu, mais on a aussi un ArcGIS serveur qu'on a mis à jour tout récemment. On va commencer par le géoserveur, dedans dans lequel il y a plein de services, notamment si on veut voir le WFS, il y a un sacré paquet de choses. Donc l'idée c'est quoi? C'est de dire que quand on fait, vous allez créer une fiche, donc c'est un bouton qui était très peu utilisé par les aficionados du scan, mais c'est le bouton pour créer des fiches manuelles. Et nous, tout ce qu'on va vous demander, c'est de nous donner l'URL de ce qu'on appelle le Get Capabilities. Alors pour ceux à qui ça parle pas beaucoup, c'est dans tous les services, alors c'est en gros chaque serveur géographique est chargé d'exposer ses capacités. Donc c'est un beau XML en général qui s'affiche si on l'ouvre par le navigateur. Et en fait c'est la même chose hein, qui se passe quand on est finalement sur ArcGIS Server. Voilà, c'est une API, donc elle les sert en JSON, mais au final c'est exactement le même principe. C'est des fichiers qui sont mis à jour dynamiquement et qui permettent de donner les informations. L'idée, nous, c'était que nos utilisateurs n'aient pas besoin de parler XML ou JSON ou je ne sais quoi, de comprendre qu'est-ce que ça fait, parce qu'il y a beaucoup d'informations, et puis je vous passe tous les détails, mais il y a des opérations croisées, des requêtes imbriquées à faire pour obtenir tout. Donc nous, on vous demande juste, en fait, d'avoir l'URL de votre serveur. Voilà. Alors, quand vous mettez le Get Capabilities avec tout ce qu'il faut dedans, et ben nous, on en décrit le format. Mais si vous mettez juste l'URL, nous, on va vous proposer tous les formats que vous pouvez dedans. Bon, alors, on ne restreint pas les listes, mais par exemple, on peut très bien faire AWFS. Comme je suis un petit peu feignant, l'idée, c'est d'avoir le Get Capabilities. Je montrerai tout à l'heure que pour les services S3, c'est exactement le même principe. Donc, je fais créer ma fiche. Et vous voyez qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que un peu de la même façon que le scan pré-remplit les métadonnées, là, on a avec une métadonnée qui est loin d'être vide. Excusez-moi, petite voilà, interruption PowerPoint. Une métadonnée qui est loin d'être vide. Alors, ces métadonnées, on les invente pas, on les récupère, et c'est quand même un des premiers enseignements que moi je donne maintenant en formation quand j'explique les services, c'est que ISOGEO ne fait que, entre guillemets, c'est pas l'histoire de minimiser, mais ne fait que récupérer les informations qui existent déjà et que vous documentez au niveau de votre serveur géographique. Donc cette documentation-là, par exemple, dans GeoServer, on va pouvoir la modifier ici. Alors je vous aurais bien montré, vous voyez, on va récupérer ça là, et d'ailleurs si j'ajoute un mot-clé ici qui s'appelle webinaire, hop, voilà, je crois qu'il s'est ajouté, j'espère que ça va marcher. Ici, pareil, donc on arrive sur la partie, donc là on a recensé, et sur la partie documentée, il y a une prédocumentation, et comme je vous disais, ce qui est important, c'est que les services géographiques bougent aussi, de la même façon que les données. Il est important de pouvoir les actualiser, et c'est pour ça qu'ici, on a un bouton, en mode modification, pardon, excusez-moi, qui permet d'actualiser, et ben, du coup, voilà, et on voit que le mot-clé webinaire, c'est bien rajouté. Voilà. Donc c'est vraiment un lien assez fort entre le serveur géographique et le catalogue, de données et de métadonnées. Ce qu'il faut retenir, donc ça marche la même chose hein, donc, sur ArcGIS, c'est juste que là j'ai oublié mon mot de passe pour accéder à l'interface d'administration. Non, ne rigolez pas. L'idée c'est donc de vous dire que au lieu de faire ici, de dire que vous allez changer le titre ici, etc., changez-le au niveau de votre serveur géographique plutôt que et ensuite faites actualiser. Comme ça, ce sera bien. Et en plus, vous aurez fait des métadonnées au bon endroit.
Voilà, je dis ça parce que souvent, par exemple, notamment dans l'ArcGIS Server, l'interface d'accès, elle n'est pas toujours très évidente. euh, et euh, elle est, voilà, elle est ici. Vous pouvez le faire au niveau du MXD, heureusement qu'il y a une magnifique aide en ligne, au niveau du MXD ou au niveau donc du ArcGIS Server Manager. Vous pouvez mettre des mots-clés, des descriptions et donc un titre. Voilà, et ce sera récupéré automatiquement par ISOGEO. On récupère pas que ça, on peut récupérer quand le SRS est bien fait, enfin l'entrée, on récupère le contact. Ah, ben là je ne l'ai pas mis, du coup c'est moi qui ai fait, voilà, c'est pas été très bon. On récupère des informations techniques qui intéressent surtout du coup la partie développeur, donc là je vais peut-être pas en parler trop aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on récupère donc toutes les couches qui sont servies dans le service qu'on a documenté. Donc c'est important de comprendre ce système de couches. Donc tous les serveurs géographiques fonctionnent comme ça. Un service, c'est par exemple le WFS du serveur du géoserveur d'ISOGEO, c'est un service. Voilà, alors dans ArcGIS c'est un petit peu différent, c'est par folders que ça marche, et puis après on a encore des choses. Donc on a un service map server dans un folder, etc. Voilà, mais l'idée, donc, on a toutes les couches qui sont accessibles. Voilà. Donc, la prochaine étape, comme je le disais, c'est donc de faire l'association. Donc, on a d'un côté, hop, je vais filtrer sur mon catalogue, là, et je clique dedans, mon petit catalogue préparé. Voilà, donc d'un côté, j'ai mes deux données, chef-lieu La Réunion et département France métropolitaine de 2014. Et je vais donc essayer d'associer la couche de service. Donc par exemple, si je tape département, j'ai quoi? Bon, j'ai de la chance, il est encore là. Donc voilà. Et ici, j'ai tout simplement, donc je vous en ai mis un petit moteur de recherche, histoire de, et puis on a, histoire d'être toujours un petit peu à la pointe de l'ergonomie, et puis on a ici un petit bouton d'association. Donc vous voyez aussi que je peux aussi modifier. Alors l'identifiant, c'est pas conseillé de le modifier à la main, hein. On le permet parce qu'on est très sympa, mais en fait il vaut mieux éviter. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de cliquer sur le bouton d'association. De là, on va se dire qu'on cherche les départements. Voilà. On a aussi un petit moteur de recherche ici qui est bien pratique. Et là, en fait, ce moteur de recherche-là, il ne cherche que dans les données. Donc c'est important de comprendre que d'un côté, vous avez les données, qui est la donnée source, la donnée que vous avez scannée. Donc là, c'est un shape, mais ça aurait pu être tous les formats qui sont pris en compte par le scan, là, la cinquantaine ou soixantaine, je ne sais plus où on en est. Voilà. Et de l'autre, vous avez donc un serveur géographique qui peut être le vôtre. Là, j'ai pris celui d'ISOGEO voilà, par facilité pour la démonstration, mais ça peut être un autre. Donc, je valide. Voilà, et on voit qu'il y a une association qui s'est créée. Je peux faire la même chose pour ah tiens, la Réunion? Non, il n'y a pas. Ah oui. Voilà, la Réunion, alors j'ai pas grand chose, on va mettre les communes puisque j'ai pas les chefs-lieux visiblement. Hop, j'associe et normalement je les ai ici. Voilà. J'enregistre et vous voyez, on a bien un lien dynamique entre la couche, c'est-à-dire que si je clique ici, dans un nouvel onglet, on va faire, j'arrive bien sur ma donnée, Et de la même façon, depuis la donnée, je peux accéder au service. Je peux faire la même chose avec, donc par exemple, si on fait, voilà, celle-ci. Alors, on prendre un Esri, comme ça, on aura pour tout le monde. Hop. Voilà, donc vous voyez, je suis allé peut-être un peu vite, j'ai pris l'URL d'un service Esri, je l'ai collé, il m'a reconnu que c'est un map service et un 10.5. Jusqu'ici, tout va bien. De la même façon, il récupère la description. On sent que l'équipe ISOGEO sait faire des jolies métadonnées. Et on va fonctionner de la même façon en allant associer des ressources. Donc, par exemple, je vais cette fois partir de ma donnée, donc de chef-lieu de la Réunion. On peut plutôt partir des départements, parce que si c'est les données des EPCI, je sens que c'est un petit peu compliqué. Voilà. Hop. Je fais modifier. Je dis que je veux associer une couche d'un service. Il va me dire, il va me présenter cette fois les services, évidemment, on est dans l'autre sens. Hop. Et je dis, allez, on va dire les 2015.
je fais mon association. Voilà. Ok, donc je pense que c'est le schéma de fonctionnement est assez simple. Une fois qu'on a bien compris que d'un côté on a les données sources, celles qu'on scanne, et de l'autre les couches qui sont dans les serveurs géographiques, qu'ils soient internes ou externes, on est sur quelque chose ensuite de relativement intuitif sur l'association. Hop, je mets ça dans mon même catalogue, dans le même catalogue, pardon, excusez-moi. Voilà. Et donc le but de tout ça, ça va être d'envoyer, hein, j'ai pas, pour ceux qui soupçonneraient que tout soit beau dans la démo, vous voyez que on est, alors je voulais pas vous emmener dans le bazar de nos services, mais vous voyez que là on a du Pigma, on a l'Office de l'eau, ce que c'est. On a la Pépige, on a le Krishpaka, qui n'est pas d'ailleurs un client, enfin on a Pigma non plus. Voilà, on a ici, on a le service d'observation et de statistiques, c'est Cory Landcover, donc du ministère de l'Environnement. Donc il n'y a aucun soupçon de collusion, et d'ailleurs je ne suis pas en costard. Alors, on va se mettre un petit peu, hop, on va faire un, et on va comme métropole, vecteur, voilà, ça va être pour ça. On va aussi le mettre sur, par exemple, chez flux d'arrivée. Voilà, pareil, on fait enregistrer et on le met. Voilà, comme ça au moins il n'y aura pas de jeu. Voilà, alors j'arrive un petit peu aux limites de mon truc. Donc l'idée maintenant c'est de valoriser. Alors comment on fait arrêter le partage? Comme ça. On revient au PowerPoint, c'est ça? Ouais. Donc, avant de passer à la partie, donc là, on a bien recensé les services, documenté et actualisé. Bon, ben voilà, donc la démonstration, ça, c'est fait. Et l'idée maintenant, c'est de passer aux usages. Et il est 15h30, on va s'arrêter là. Non, bon, ben je vais dépasser un petit peu de 7 minutes 23 à partir de maintenant. Donc, les usages sont servis toujours pareil via notre API principalement. Donc là, on en a un peu, c'est notre slide un peu typique, enfin on va dire standard. L'idée, c'est que dans les plugins d'intégration, on va le voir ensuite, bah, les services vont jouer un rôle assez important puisqu'ils vont vous permettre par exemple pour des utilisateurs, on va dire moyens ou avancés, d'ajouter une donnée sans avoir à aller chercher le service qui va bien, à savoir comment on le référence dans son SIG, que ce soit ArcGIS ou QGIS ou GVSig ou je ne sais quoi. D'un point de vue d'extraction, eh ben, on va pouvoir proposer des choses en termes d'extraction quand les serveurs géographiques le permettent, notamment tout ce qui est WFS à partir de GeoServer. En termes de diffusion, eh bien, on va éviter, ça va permettre de donner quelque chose d'un peu interactif dans les catalogues web, c'est-à-dire qu'on va permettre une prévisualisation, ce qui va permettre, enfin, l'objectif étant d'éviter le côté voix sans issue et bonjour et bienvenue dans mon encyclopédie universaliste de métadonnées. Alors tu es content d'avoir lu ma métadonnée, mais tu peux rien en faire. L'idée c'est d'en faire quelque chose. Et puis au niveau d'exporter, eh bien ça va permettre au moment où vous diffusez par exemple vos catalogues, alors pas trop dans les formats bureautiques, mais par exemple via le CSW, d'être complètement conforme Inspire et que ces services-là soient bien documentés dans les bons tuyaux. Voilà, donc les services au service des usages. Donc l'idée, voilà, je me répète un petit peu, mais ça fait pas de mal. C'est l'éducation, c'est la répétition. Donc c'est l'accès transparent aux données. Donc la partie transparente, ce que je dis, c'est que quand on clique sur ajouter à la carte, eh bien, on ne sait pas d'où ça vient. Et c'est très bien comme ça. C'est d'ailleurs souvent, ça m'est arrivé chez pas mal de clients qui ont un client web et qui en fait se doutent pas forcément, enfin, ou se doutent pas, ou sont jamais posé la question, mais que du coup il y a bien un serveur géographique derrière qui est intégré, euh, qu'il soit standard ou pas d'ailleurs. Voilà, des capacités d'extraction, des prévisions des données dans le catalogue, et donc la découverte facilitée via l'API. Alors, ah ben, mes liens ne marchent pas là-dedans, donc je vais vous en montrer trois ici. Donc je vais repartager mon écran. Voilà. Donc dans le côté partage d'Isogeo, j'ai créé hop, webinaire. J'ai créé ici mon petit partage exprès pour aujourd'hui avec mon Open Catalog qui va bien. Voilà.
hop, il était déjà ouvert à côté. Voilà, donc on retrouve mes 5 métadonnées. Voilà, donc j'ai mes 3 services et puis j'ai mes 2 données. Ce qui va être sympa, c'est qu'on va s'apercevoir effectivement que au-delà que la fiche de métadonnées est quand même la plus belle du monde, on a la possibilité de visualiser les services. Donc là, voilà, si je clique, voilà. Donc ça a l'air de rien comme ça, mais l'avantage par rapport à l'ancienne méthode, c'est que ben, on est beaucoup plus sûr de nous en termes de syntaxe, en termes de requêtes, etc. Donc c'est quand même plus propre. Voilà, alors que ce soit le WFS ou le service S3, si notre serveur est toujours en forme, voilà, on a quelque chose qui est un peu sympa, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour donner nous une sorte de commande de web SIG intégré, c'est pas du tout l'ambition. L'ambition, je le répète, c'est d'avoir quelque chose de, de sympa qui permette de prévisualiser la donnée et ensuite de donner envie à l'utilisateur d'aller plus loin. Voilà. D'ailleurs, si on jette un œil au XML, parce que je sais que vous rêvez de lire du XML maintenant avec moi, du XML ISO 1939, si on regarde, on va bien avoir, j'ai mis download, mais c'était pas la bonne idée. Ta, ta, ta. Voilà, on a bien ici le service, pardon, excusez-moi, avec bien documenté. Avec les URL de configuration et de layer pour les services ARGIS, ça marche comme ça. Et pour le service WFS, on le voit bien ici, qui permet donc pareil d'être documenté. Donc voilà, donc là vous gagnez 3 points sur Inspire et puis vous avez même droit à un nœud papillon offert par le ministère de l'Environnement. Donc voilà. Et puis donc la même chose hein, côté chef-lieu de la Réunion, parce qu'on aime bien la Réunion. Voilà. Euh, hop. Voilà, bon, là c'est en plus immédiat parce que le serveur a été réveillé et donc on est prêt par aller monter un petit peu plus dans des latitudes plus ouais. Donc là voilà, on est carrément sur l'affichage du Greenland Cover directement. Alors le résultat a l'air d'être le même, mais croyez-moi, sous le capot, ça carbure plus, c'est plus propre et c'est beaucoup plus interopérable. D'ailleurs, dans la suite de vos trucs, je voulais vous montrer dans les plugins. Alors, moi, j'ai pas sur mon petit ordi portable, je n'ai pas ArcGIS, mais voilà, on va faire ça avec QGIS parce que ça marche très bien. On va rechercher, on va se chercher ISOGEO démo et on va trouver le mot-clé webinaire pour être sûr de tomber sur nos données à nous. Voilà. Ah, il y en a une qui n'a pas dû passer dans le tuyau. Hop. C'est laquelle? C'est elle, si, webinaire. Webinaire. Ah, c'est bah, celle-ci. Hop, au passage. Donc j'en profite pour vous dire que sur les plugins, on s'attardera plus la prochaine fois hein, au prochain webinaire qui est dans 3 semaines, si je ne m'abuse, à peu près tout sur il y a le lien d'inscription qui a été envoyé. Voilà, on en a 5. Voilà, alors évidemment je suis dans QGIS, donc dans la version du plugin, personne n'a encore financé l'ajout des services Esri, même si c'est possible, donc c'est pour ça que le premier ne sera pas accessible. Par contre, on retrouve bien le WFS ici, et d'ailleurs avec toutes les couches qui sont servies. D'ailleurs, on peut aller voir un départ d'Île-de-France. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, là on peut consulter la fiche de métadonnées, mais on verra ça. Et là, on peut donc consulter directement le WFS. Hop. Donc la personne, ce que je vous disais, quand je parlais d'accès transparent, là je crois que c'est vraiment visible. La personne, elle clique sur ajouter à la carte. Bon là, on l'a appelé quand même WFS parce qu'on est dans un univers SIG. Et ben elle s'en fiche complet de savoir si la donnée vient de chez elle, de son serveur géographique, de sa base PostGIS, de je ne sais quoi. Elle ajoute les communes de la Réunion à la carte et ainsi elle peut programmer ses magnifiques vacances. D'ailleurs, je vous conseille d'aller ici. C'est très très joli. Voilà. Si là aussi ils font du vin. Et ensuite, donc le dernier usage que je voulais vous présenter, qui est un peu plus technique, c'est vous dire que tout ça se retrouve évidemment donc dans notre API. Donc de toute façon c'est ce qu'utilise l'Open Catalog, mais aussi
Peut-être que j'actualise, sinon je vais rien trouver. Euh, L'Open Catalog, mais aussi le plugin QGIS ou le widget dans Esri Web App Builder. Voilà, on retrouve tout ça et de façon de façon assez transparente. Voilà, et là c'est le Esri Map Service. Voilà, je crois que bah, j'ai fait un petit peu le tour. Le support et la vidéo seront bientôt accessibles via le blog ou à la sortie là-dessus. Euh, voilà. Voilà, pour vous dire, j'espère que ce webinaire vous a intéressé. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Il est 37 et 23 secondes. Pour ceux qui ont 38 ou 39, bah, il est temps de régler vos montres. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions. J'espère que jusqu'ici, j'ai réussi à être intéressant. Voilà, si vous avez un micro, vous pouvez même prendre la parole en me le demandant, parce qu'il faut que je fasse activer. Je ne sais pas comment on fait. Il y a des questions, Clotilde, ou pas? Voilà, bon, ben, ça a l'air, en tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. Il n'y a pas de questions, donc ça veut dire qu'on a été très clair. Ceci dit, n'hésitez pas aussi à aller voir dans l'aide en ligne. Il y a une personne qui la rédige et qui s'est donné du mal pour que tout ce soit à peu près bien documenté. Donc voilà, des fois il n'y a rien à la télé, bah, allez voir les dans l'ISOGEO. C'est toujours intéressant. Tout est assez détaillé et d'ailleurs bientôt dans la prochaine version on ajoutera sûrement la vidéo de ce webinaire. Ah, il y a une question, j'arrive pas à la voir. Ah ben merci beaucoup. On nous remercie donc mais de rien. De rien, merci à vous et à bientôt dans 3 semaines pour vous présenter donc 2 extensions, les 2 qu'on a développées en interne, qui sont donc le plugin QGIS que vous avez pu voir aujourd'hui et la petite extension qui s'appelle ISO Office et qui est un très bon, on va dire, assistant d'animation du projet de catalogage qui permet d'exporter dans un format bureautique mais aussi standard. C'est XML ISO 19939 pour les petites sauvegardes ou de joindre des jolies annexes. Voilà, à bientôt.